Bonjour Luce Bernard. Bonjour. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Une sale année pour le journalisme dans le monde, une enquête sur Didier Raoult, enquête qui n'a pas été simple à mener, vous l'entendrez. Et puis le retour confirmé de Darius Rochebin sur l'antenne de LCI. Mais d'abord les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir. C'était le lancement de la saison 11 de Clem et c'est un meilleur lancement que la saison précédente. 3 750 000 téléspectateurs, 17,2% de part d'audience. On est quand même loin des audiences des beaux jours de la série, mais c'est normal, hein, c'était la 11e saison. Au bout d'un moment, ça peut s'essouffler. France 2 ensuite avec la suite de sa série Meurtre au paradis, saison 10, 3 450 000 téléspectateurs, 14,9%, c'est mieux que la semaine dernière. Et il y avait un épisode inédit seulement. Clem, c'était 2 épisodes inédits. À chaque fois, on fait la moyenne pour que ça corresponde au niveau des heures. On vous dit tout. Et sur le premier épisode inédit de France 2, ça bat TF1 en réalité. C'est la moyenne des 2 épisodes inédits de Clem qui permet à TF1 d'être devant. Voilà, ça fait beaucoup de détails, mais c'est important. Et ensuite, Marié au premier regard, qui n'en finit plus de monter. 3 170 000 téléspectateurs. Ça y est, M6 a franchi la barre des 3 millions. Et pourtant, c'est la 7e soirée. 14,5% de part d'audience et leader sur la cible, ça bat TF1. Ouais, ça marche. Culture Média. Le journal des médias avec vous Antoine Janton, avec à la une de plus en plus de restrictions et d'entraves pour les journalistes l'an dernier. Oui, c'est ce qui ressort du classement annuel de Reporters sans frontières, classement publié ce matin. L'association affirme que le journalisme est bloqué, c'est le terme choisi, dans près de 3/4 des pays qu'elle a évalués, soit près de 130 pays, en cause 2 facteurs, l'un structurel, le régime politique de ces pays, l'autre conjoncturel, la crise sanitaire. Pauline Hadès-Mével, porte-parole de Reporters sans frontières. On a vu en fait que le blocage du journalisme se manifestait de différentes manières, principalement par des restrictions d'accès et des entraves à la couverture de l'actualité. Depuis le début de la pandémie et partout, les journalistes sont confrontés à une fermeture des accès au terrain, comme aux sources d'information, du fait ou au prétexte de la crise sanitaire, car c'est la bonne excuse qui est employée par les États autoritaires qui veulent justement entraver l'information et ne plus la laisser circuler. Or, le meilleur vaccin pour lutter contre la désinformation, c'est un journalisme de qualité, un journalisme rigoureux, une pluralité de l'information. RSF souligne que certains pays nient même l'existence du virus sur leur territoire. C'est le cas de la Corée du Nord ou du Turkménistan. Tout en bas du classement. Tout en haut, pas de changement. Ce sont les pays nordiques, dans l'ordre Norvège, Finlande, Suède et Danemark. Ils font partie des 12 pays que RSF classe en zone blanche, catégorie qui indique que l'environnement est favorable à l'information. L'Allemagne, 13e, n'en fait plus partie cette année. La France, elle, en était déjà sortie. La France qui n'est que 34e, comme l'an dernier. Car cette année encore, la liberté de la presse y a été entravée. La France a connu des difficultés cette année avec la couverture des manifestations qui est devenu un exercice très compliqué. Les journalistes ont été confrontés à de nombreux cas de violences policières et plusieurs ont été blessés par des tirs de LBD ou de grenades lacrymogènes. On voit aussi que des journalistes d'investigation ne sont plus à l'abri des pressions. Cette année, 2 d'entre eux ont été convoqués par la police des polices, l'IGPN, dans le cadre d'enquêtes pour recel de violation du secret professionnel. On a vu également que l'indépendance éditoriale des médias restait un sujet sensible du fait de la concentration verticale des médias, autrement dit de leur intégration à des groupes ayant des intérêts dans d'autres secteurs de l'économie que ceux des médias. Pauline Hadès-Mével, porte-parole de Reporters sans frontières. Et si vous voulez consulter le classement complet, rendez-vous sur le site internet de l'organisation rsf.org. On connaît la date précise du retour de Darius Rochebin sur LCI. Ouais, ce sera le 26 avril, autrement dit lundi prochain. L'annonce en a été faite hier matin à la rédaction de la chaîne Info. Le journaliste suisse va reprendre son interview quotidienne à 20h après 6 mois de suspension pour une affaire de harcèlement et d'agression sexuelle dans laquelle il a été mis hors de cause. On vous en parlait hier ici même. Conséquence, sa remplaçante, Elisabeth Martichoux, va elle aussi retrouver son interview. C'est celle du matin à 8h15. Autre retour annoncé dans un genre totalement différent, celui de l'humoriste Sébastien Toen. Ce sera sur France 3, information du Parisien. Il sera l'un des personnages de la toute nouvelle émission de Thierry Ardisson, L'Hôtel du Temps, dont les tournages viennent de commencer à l'Hôtel Meurice à Paris. Il sera le concierge, pour être précis. C'est lui qui accueillera l'animateur avant qu'il n'interviewe ses invités, des personnalités décédées qu'un procédé informatique fait revivre. Le premier d'entre eux, ce sera Jean Gabin. Sébastien Toen, je vous le rappelle, avait été licencié de Canal+ en fin d'année dernière après une parodie de l'émission de CNews, L'Heure des pros. Le focus programme du jour, Antoine, c'est un programme sur RMC Story, La face cachée de Didier Raoult. Oui, un documentaire de moins d'1 heure qui s'intéresse à l'infectiologue, médecin très médiatisé, très controversé aussi. Une enquête
enquête pour aller au-delà de son image publique et médiatique. Elle revient sur son parcours, sur la gestion de l'Institut hospitalo-universitaire à Marseille qu'il dirige, sur ses soutiens politiques et sur ses méthodes scientifiques discutées depuis le début de la crise sanitaire. Un sujet très sensible, comme a pu s'en rendre compte Manon Bachelot, la réalisatrice du documentaire. J'ai découvert des méthodes scientifiques controversées, mais surtout du cyberharcèlement et des menaces de mort sur les réseaux sociaux qui sont très puissantes et qui s'attaquent notamment aux personnes qui contredisent les méthodes scientifiques du professeur Raoult. Alors ce ne sont pas des personnes qui se font attaquer par le professeur Raoult, mais par des gens qui sont fans du professeur, qui attaquent les médecins et les scientifiques qui contredisent les méthodes du professeur. Et parmi eux, il y a aussi un professeur de l'Institut hospitalo-universitaire que dirige Didier Raoult, qui s'appelle Éric Chabrière. Voilà, c'est l'un des éléments révélés par cette enquête qui n'a pas été évidente à réaliser. Beaucoup de personnes ont refusé de parler à Manon Bachelot. Elle s'est heurtée à ce qu'elle appelle l'omerta qui règne autour de Didier Raoult. Il y a très peu de témoins qui ont accepté de répondre à mes questions face caméra. C'est une personne très influente dans le milieu de la recherche en France. Et en s'exprimant, les scientifiques et les chercheurs craignent notamment des représailles professionnelles. Il y a une omerta très importante aussi en interne, parce que à l'Institut hospitalo-universitaire, Didier Raoult a des pratiques qui relèvent de la culture de la peur. Et il y a de nombreux salariés qui n'ont pas accepté de répondre à mes questions, qui avaient même peur de me parler par téléphone, qui souhaitaient même pas s'exprimer de manière anonyme parce qu'ils avaient peur d'être reconnus. Voilà, et Didier Raoult, lui non plus, ne s'est pas exprimé dans ce documentaire. Il n'accepte les interviews qu'en direct. Manon Bachelot, réalisatrice de La face cachée de Didier Raoult, les dessous d'une incroyable controverse, c'est diffusé ce soir à 21h05 sur RMC Story. Et puis un grand amateur de séries pour terminer. Oui, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. On avait déjà parlé de sa passion pour les séries dans Culture Média, en particulier pour The West Wing, à la Maison-Blanche, en français, formidable série politique qu'il a vue plusieurs fois. Actuellement et accessoirement, il regarde Il Processo, une série judiciaire italienne. C'est ce qu'il a dit à Michel Denisot hier soir sur Europe 1. Un entretien exceptionnel dans lequel il est revenu sur les raisons de son amour pour les séries. Je pense que si j'aime les séries, c'est parce que j'aime Alexandre Dumas. Et si j'aime Alexandre Dumas, j'aime les séries. Parce qu'il y a cette espèce de rendez-vous qui revient, mais d'évolution, d'histoire, dans lequel on prend son temps et on raconte des détails qu'on ne raconterait pas dans un film ou dans un roman plus bref. Je trouve que c'est assez réjouissant. Dernière question, s'il y avait une série qui devait raconter votre vie, quel en serait le titre ? Mais j'espère que personne n'aura l'idée incongrue d'essayer de raconter ma vie. Ça n'a aucun intérêt. Elle serait chiante à mourir, cette série. Pardon de rire. Sincère, ça a le mérite de la franchise. Oui, c'est franc, c'est une manière de voir les choses. Édouard Philippe avec Michel Denisot, un entretien à retrouver en intégralité sur europe1.fr. Et puis sur europe1.fr, il y a également la newsletter média. Il suffit de s'inscrire, la newsletter média d'Europe 1. Merci Louise Bernard, merci Antoine Janton.